Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo quiz et on va aborder un quiz sur quelque chose d'actualité et même du futur, puisqu'on va parler des énergies renouvelables, faire un quiz sur les énergies renouvelables. Donc c'est vraiment d'actualité parce que vous connaissez la transition écologique qu'on doit faire, parce qu'on pollue quand même assez la planète avec le pétrole notamment et tout plein d'autres choses. Et donc les énergies renouvelables vont être quelque chose qui va nous permettre peut-être à terme d'avoir une productivité et une croissance stable qui vont pas trop déranger la planète. Mais bon, on n'en est pas encore là, à voir si on va y arriver. Mais ce qu'on va faire nous, c'est se documenter sur ces énergies renouvelables, apprendre des choses via ce quiz, je l'espère. Allez, c'est parti. Alors, vrai ou faux, l'hydroélectricité est la forme d'énergie renouvelable la plus utilisée au monde. Donc, est-ce que l'électricité produite par l'eau est la plus utilisée dans le monde? En France, ça doit être loin derrière l'éolien, ça c'est sûr, même probablement le solaire. Après, je suis pas sûr, mais je crois que l'énergie nucléaire est considérée comme renouvelable, je suis pas sûr. Le seul moyen de savoir pour moi ça, c'est que je sais que pour les mines de Bitcoin, souvent l'énergie hydroélectrique est utilisée. Donc si je me base par rapport à ça, ça peut être vrai. Cela dit, je pense que si on regarde par rapport à la France, je pense pas que ça soit ça, donc je veux dire faux. Et bah c'est vrai. Alors la Chine, le Canada, le Brésil et les États-Unis sont parmi les plus importants producteurs d'hydroélectricité au monde. Ok. Canada, logique, il y a la balle de lac là-bas, tout ça. Donc il doit y avoir pas mal de fleuves aussi. Brésil, rien qu'avec l'Amazone. Donc l'Amazonie, le fleuve, à mon avis, ça débite fort. Et les États-Unis, pareil, c'est un grand pays, donc il doit y avoir pas mal de fleuves. Chine, pareil. Ok, donc pas mal d'apprendre ça. En plus de ça, il y a tout plein de moyens de faire de l'hydroélectricité. Il y a les barrages et il y a aussi des sortes d'éoliennes sous-marines qu'on peut utiliser par exemple lors des marées. Je crois qu'en France, il y en a quelques-unes au niveau de la Bretagne, tout ça. Donc en fait, avec les forces de marée, ça produit de l'électricité. À une distance de 500 mètres, une éolienne est aussi bruyante qu'une tondeuse. Je sais que ça fait beaucoup de bruit les éoliennes et que ça dérange les gens. Après, j'ai jamais été aussi proche d'une éolienne, hormis en voiture, sauf que quand t'es en voiture, c'est légèrement sonorisé. Bon, tondeuse, ça fait quand même beaucoup de bruit, 500 mètres. Je sais plus combien on perd de décibels par mètre, etc. Mais ça me paraît quand même énorme. Je dirais faux. Ok. À cette distance, une éolienne produit un niveau sonore de 30 à 40 décibels environ, soit un niveau sonore comparable à celui d'une bibliothèque calme. Ok. Mais ouais, par contre, quand t'es proche, à mon avis, le bruit des palmes, ça doit faire beaucoup de bruit. La rotation des pales des éoliennes diminue la pression de l'air près de la structure. Ouais, je suis pas physicien, mais le fait que ça remue, ça brasse l'air, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. La réduction de la pression de l'air peut endommager les poumons des chauves-souris volant en proximité des éoliennes. Certaines peuvent même en mourir. Ok, d'accord. Après, il faudrait savoir la zone impactée par du coup cette réduction de la pression de l'air. Après, là où les éoliennes sont placées, souvent c'est dans des champs, enfin dans des endroits assez ouverts. Donc il y a relativement peu de chauves-souris. Enfin, personnellement, les seuls endroits où j'ai vu des chauves-souris perso, c'est dans des grottes, dans des endroits très sombres, dans des forêts très loin de toute éolienne. Mais c'est vrai que les éoliennes ça pose problème, notamment au niveau de la biodiversité, pour tout ce qui est animaux volants. La biomasse se présente uniquement sous forme solide. Le pétrole ça peut être considéré comme de la biomasse, non? Puisque c'est
et il me semble qu'ils utilisent quelque chose comme de l'éthanol, ou enfin ils roulent avec une essence spéciale écologique entre guillemets, du coup c'est plutôt cool. En plus de ça, le service il est gratuit, donc c'est super. Les panneaux photovoltaïques sont généralement formés de plusieurs couches superposées. J'en ai pas la moindre idée, mais il faut, à mon avis, il y en a une qui capte l'énergie, et après t'as une couche inférieure qui transfère cette énergie vers quelque chose de stockage qui stocke, je pense. À mon avis, c'est vrai. J'ai jamais étudié les panneaux en profondeur, mais sous l'effet des rayons de soleil, on observe un mouvement des électrons sur les panneaux photovoltaïques. L'électricité est créée à partir de ce phénomène. Ok. Ok, impressionnant. Les pales des éoliennes tournent à une vitesse de 10 à 20 tours par minute en moyenne. Alors, pareil, le peu d'éoliennes que j'ai vu, souvent, c'est quand même, ça c'est quelque chose qui est vraiment paradoxal, c'est quand il y a trop de vent, on est obligé de les éteindre, parce que sinon ça peut créer un problème. Donc la plupart du temps, quand je vois des éoliennes, il y a la moitié du champ, voire 3/4 du champ qui tourne pas, ce qui est vraiment dommage. Mais sinon, 10 à 20 tours minute, ça fait, ouais, toutes les 6 secondes, 10 ou 3 secondes, ça fait un tour. Ça me paraît beaucoup, je dirais faux. Ok, c'est vrai. Les pales commencent à tourner lorsque le vent atteint une vitesse d'environ 12 km/h. Ok, d'accord. La géothermie de surface est utilisée principalement pour le chauffage et la climatisation des immeubles. Alors climatisation, je sais pas du tout. Par contre chauffage, je pense que oui. D'ailleurs je crois que c'est vers Strasbourg, en Alsace, qu'il y a pas mal de géothermie, parce que dans les profondeurs, il y a des sources de chaleur incroyables. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais je crois. Après, pour le chauffage, oui, mais la climatisation, je vois pas comment on pourrait utiliser la climatisation pour ça. Mais bon, je vais dire vrai. À l'aide d'une thermopompe, d'un circuit souterrain et d'un système de distribution, la géothermie de surface permet de chauffer une maison en hiver et de la climatiser en été. Ok, très bien. Alors, le premier, pour chauffer la maison, je comprends, parce qu'on va chercher de la chaleur en profondeur pour l'amener en surface. Par contre, le deuxième, ouais, pourquoi pas, il doit y avoir la même chose, mais inverse, donc des sources des sources de froid dans les profondeurs. Ah, par exemple, alors c'est pas dans les profondeurs, mais l'été, typiquement, il y a une grotte près de chez moi où je vais, et il a beau faire, je sais pas, 30-35 degrés dehors, on va à l'intérieur, il fait frais, il fait moins de 20 degrés au moins, et ça toute l'année, donc pourquoi pas. Au même titre que les autres énergies renouvelables, la biomasse ne produit aucun dioxyde de carbone. Alors je pense que c'est faux. Les énergies renouvelables, c'est juste des énergies qui sur le temps d'une vie humaine peuvent se renouveler, contrairement au pétrole qui met des millions d'années à se former. Donc je pense que c'est faux. Le produit, ouais, c'est ça. La combustion de la biomasse produit du CO2. Toutefois, la biomasse est considérée comme une source d'énergie neutre en carbone. Donc peut-être parce que de son vivant, la biomasse stocke le carbone et ne fait que la redistribuer une fois qu'elle est brûlée. C'est possible aussi. Alors, l'énergie solaire est la plus abondante ressource énergétique sur Terre. Bah, je pense que c'est vrai. Ouais, de toute façon, toute l'énergie nous vient du soleil, hein. Parce que si on va, même si on va à la base de la base, le soleil, c'est lui qui apporte la chaleur, l'énergie, tout ça. Donc sans lui, il n'y aurait pas de végétation, pas d'animaux, etc. Donc il est à la base de toute vie. Notre planète est frappée en permanence par 173 000 térawatts. Téra, c'est combien? C'est 12 zéros, non? Parce que giga c'est 9 zéros, donc téra ça doit être 12 zéros peut-être. Térawatts d'énergie solaire, soit plus de 10 000 fois la consommation énergétique mondiale totale. Incroyable. J'avais vu une stat, je suis pas sûr, mais je crois qu'il fallait recouvrir, je connais plus du tout la superficie, mais il fallait genre
mettre juste, je vais dire une bêtise, genre 5 km carrés de panneaux photovoltaïques au Sahara pour que ça suffise à genre la consommation de l'Europe. Mais bon voilà, c'est juste une stat. En plus elle est pas bonne du tout, hein. Je me souviens plus exactement des quantités qu'il fallait mettre, etc. Mais voilà. On continue. Les plus importantes ressources géothermiques sont surtout situées près des jonctions des plaques tectoniques. Bah, si on prend l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure d'Alsace, il me semble pas qu'il y ait de plaques tectoniques pardon, au niveau de l'Alsace, parce que sinon il y aurait pas mal de tremblements de terre. Cela dit, je crois que des fois il y a des mouvements sismiques au niveau de l'Alsace, des petits. Donc c'est peut-être probable. En plus de ça, il me semble qu'au collège, j'ai vu une sorte de sangle sous-marine de volcan. D'ailleurs c'est pour ça que l'Islande est submergée, parce que le volcan il a tellement produit de quantité de matière que ça en a fait une île. Je sais plus comment s'appelle cette sangle, mais elle est au niveau des jonctions tectoniques. Et l'Islande profite de bains chauds naturels et tout, donc j'ai envie de dire frais. Ok, voilà, c'est ça la ceinture de feu du Pacifique. Donc la ceinture de feu du Pacifique, aussi appelée ceinture circum-pacifique, est l'un des endroits